et était encore imprégné des horreurs héroïques, de la boue et du sang des combats. Le manteau de fantassin alourdissait ses mouvements, et quand au lieu de déambuler devant nous, il choisissait de rester immobile, sa manche pendante ne bougeait plus d'un millimètre. J'échangeais un regard avec Rita Mirbrati. Nous admirions l'insolence et la tranquillité de la bestiole. Celle-ci, avant de s'enfoncer à l'intérieur de la manche, en explora l'ouverture. Puis, elle entra et disparut. Ça vient d'un coup, expliquait Schumann. Ah oui, d'un coup, sans prévenir. Les médecins disent que c'est les nerfs qui parlent, mais quels nerfs, puisque tout a été coupé, hein? Quels nerfs, je vous demande, mais vous ne savez pas, donc vous savez rien. C'est rien que pour moi, ce malheur, ça ne se partage pas. Mon commandant Jean Baal-Bal a été amputé, lui aussi, le commandant Jean Baal-Bol, un officier qui refusait de porter une marque distinctive sur son uniforme, habillé comme nous, logé à la même oseille, dur au combat, luthien. En voilà un qui connaissait sur le bout des doigts les 10 précieuses têtes d'avril, pas comme vous, bande d'ignorants, bande de petits ignorants. Jean Baal-Bal, un égalitariste convaincu, dommage que vous ne l'ayez pas connu. Vous auriez pu le prendre comme modèle, il a perdu un pied, déchiqueté. J'étais à côté de lui, il n'avait pas encore perdu mon bras. J'ai perdu mon bras 1 heure plus tard. Avec son pied déchiqueté, il continuait à commander malgré la douleur. En bas de son pantalon, il n'avait plus que des morceaux de viande. Ça ressemblait à rien, vous allez voir ça. Ça ressemblait à des lanières bizarres. Il était couché sur un tas de gravier et il continuait à donner des ordres en refusant d'être évacué. Et évacué où? Je vous demande. Mais vous ne pouvez pas répondre. On n'avait plus de bas d'arrière, l'hôpital de campagne avait flambé. Il y avait une polyclinique pour civils à 20 km de là, dans une agglomération dont j'ai oublié le nom. Les polycliniques pour civils, elles sont encore plus pauvres en matériel que les blocs sanitaires de l'armée. C'est dire. Et lui, mon commandant Jean Baal, il était couché sur son tas de cailloux. Ça faisait une drôle d'impression. Notre commandant avec une seule chaussure, allongé sur le gravier plein de sang. Il continue à diriger la bataille. À vos ordres, mon commandant Jean Baal, à vos ordres. Ensuite, a été mon tour, une explosion, et puis j'ai plus rien vu. Pendant un moment, j'ai même pas su si que j'étais encore vivant. On a fini par nous transporter tous les deux dans cette polyclinique. Le nom du village ne me revient pas. Vous en fichez de toute façon, donc je suis viendra. C'est pour vous qu'on se battait. Pas seulement pour vous, mais pour vous aussi, bande d'ignards. Vous en fichez, vous savez rien. On nous a conduits tous les deux là-bas. On lui a coupé la jambe au-dessus du genou. Comme pour moi, on l'a saoulé avant l'opération. On l'a saoulé à cause du taux de pas d'algésique. Il n'y avait rien dans cet endroit. Pas d'instrument, pas d'algésique, rien. Vous savez ce que c'est l'algésique? Non, vous ne savez pas évidemment. Vous savez rien sur rien. Tout vous apprendre. Vous parlez comme si vous étiez que des bébés. L'algésique, c'est un moyen de rien sentir quand le chirurgien suit le membre jusqu'à l'autre. On entend tout ce qui se passe, mais on n'entend rien. Et c'est ça l'algésique. Quand la scie attaque l'os, on a des vibrations dans le corps, mais on ne peut pas. Et pour remplacer l'algésique, on nous a fait voir jusqu'à faire conscience. On était sur des matelas voisins, le commandant Jean Baal et moi. On s'est réveillés avec quelques doigts. Quelques doigts sur mon cul, parce que je l'embête, de rien du tout. On s'est réveillés comme après une cuite. On était dans un couloir de la polyclinique, on tuait le vomi, le brûlé, la charcuterie, le sang. Heureusement, il y avait aussi l'odeur de la charpie. Je ne sais pas pourquoi l'odeur de la charpie, ça m'a toujours plu. Ça sent le propre, la pharmacie. Je ne savais même pas qu'on m'avait coupé le bras. Ça fait un choc quand on découvre ça. Ah oui, c'est un sacré choc. Vous ne pouvez pas comprendre. Personne ne peut comprendre, à moins d'avoir subi une amputation. Vous verrez peut-être vous un jour, si ça vous arrive. Et quand c'est la tête qui est coupée, l'avantage, c'est qu'on a pu la prendre. Il n'y a pas de réveil désagréable, ça au moins la tête, ça c'est l'avantage. Mais quand c'est un bras, une jambe... À cet instant, j'ai commis la sottise de lever la main. Le soldat Schumann remarqua mon doigt levé. Après son long monologue torrentueux, il ressentait sans doute le besoin de marquer une pause. Il s'interrompit et, en fronçant les sourcils d'un air courroucé, il m'invita du regard à poser ma question. Je me mis au garde à vous à côté du pupitre, comme l'exigeaient les précieux principes de la discipline schumannienne. Maître, demandai-je, est-ce que ça vous fait des fourmis en ce moment? Il y eut un flottement.
Schumann m'avait toujours soupçonné d'être un trublion. Immédiatement après ma prise de parole, l'atmosphère studieuse s'était tendue. Et de façon perceptible, les élèves se préparaient à quelque chose. Personne ne savait sur quoi allait déboucher mon interrogation. Tout le monde attendait la suite. Schumann n'avait pas encore assez d'éléments pour décider si ma phrase contenait une simple curiosité, une demande d'explication supplémentaire ou une sournoiserie. Il me menaça du regard. Oui, finit-il par dire. C'est pas des fourmis, dis-je. Il n'y a pas de mystère. C'est un mille-pattes qui est dans votre manche. Des rires éclatèrent. Les rangs du fond qui n'avaient pas vu la bestiole s'introduire dans le vêtement de Schumann interprétaient ma sortie comme une impertinence de Schenker. À côté de moi, secouant le pupitre, Rita Mirbratis hennissait. Schumann se décolla du mur. Il avait rougi. Il s'approcha du premier rang comme pour me tuer. Et Rita Mirbratis se tut. Tout le monde se tut. J'avais 8 ans. Je n'avais pas voulu mal faire et je sentais les larmes me monter aux yeux. Un adulte s'avançait vers moi avec l'intention de me frapper à mort avec des techniques imparables d'invalide. Je me mis à balbutier quelques sons en urgence. C'est vrai, dis-je, un mille-pattes vous est entré dans le bras, enfin dans la manche du bras. Je mens pas. Le soldat Schumann me dominait de toute sa hauteur. Je me décachai la tête entre les épaules pour mourir plus vite au moment où Schumann m'atteindrait un point vital, avec une baïonnette soudainement apparue ou avec son poing gauche. Je sentais la puanteur de feutre sale du manteau, des relents de dortoir, de cantine infâme. Le corps de Schumann émettait lui aussi des remuques. « Kurzbeck !» hurla Schumann sans me tuer. « Depuis le début, tu fais partie de la 9e catégorie puante. Toi, Mirbratis, je ne veux plus jamais vous voir. Vous sortez. Vous ramassez votre passage, vous sortez tout de suite. » « Je n'ai rien fait !» protesta Rita Mirbratis en remuant. Schumann l'ignora. Je suis certain qu'il avait envie de la tuer, elle aussi. Et dans le camp, parmi les valeurs prolétariennes qui subsistaient, il y avait celles qui laissaient l'espoir reposer sur les enfants. On nous menaçait, on nous malmenait mentalement, on pouvait être avare d'affection à notre égard, on ne nous épargnait pas des critiques, on nous punissait, mais on ne touchait jamais un cheveu à qui que ce fût d'entre nous. Il n'y avait pas d'enfants battus au bloc, mais des filles ou ailleurs. Schumann respectait bien entendu cette règle collective. Les nôtres ne nous tabassaient pas et ne nous tuaient pas. Seul l'ennemi avait ce privilège. « Je ne veux plus jamais vous voir, tous les deux, brailla-t-il. Plus jamais. Dehors, distancez, dehors !» Quand la porte se fut refermée dans notre dos, la première chose que fit Rita Mirbratis fut de me gifler. « C'est à cause de toi qu'on est punis tous les deux », commenta-t-elle avec rage. Je frottais sans protester ma joue brûlante, car quand Rita Mirbratis giflait quelqu'un, elle n'allait pas de main morte. J'ai cru qu'il allait me tuer, dis-je en un souffle. Rita Mirbratis haussa ses petites épaules. Elle avait 2 ans de plus que moi, elle me dominait d'une tête, mais elle avait de petites épaules. Il aurait dû le faire, lança-t-elle. Où on va maintenant ? Demandai-je. Je ne sais pas, dit Rita Mirbratis. Autour de nous, la rue était sombre. La classe était située dans un soubassement du foyer. Et après une volée de marche, on sortait directement dans la ville. Nous avions le choix. Revenir au foyer, traîner dans les dortoirs vides ou dans les salles de repos des invalides et des malades mentaux, risquer de se faire houspiller par les aides-soignantes et les infâmes, ou partir à l'aventure, d'abord au cœur du quartier Arcobat, puis au-delà, jusqu'au canal, et même plus loin, dans des endroits qui ne nous étaient pas totalement inconnus, mais que nous n'avions jamais parcourus autrement qu'en cortège, sous la surveillance du personnel de gardiennage. Rita Mirbratis m'empoigna les doigts de la main droite pendant quelques secondes et m'entraîna à sa suite. Elle avait décidé d'aller en direction des territoires inexplorés. Puis elle me lâcha la main et je me mis à marcher à côté d'elle. Et si on rencontre la directrice, m'inquiétai-je. On lui dira qu'on va acheter du lait. Du lait ? Oui. On lui dira que le soldat nous a envoyé chercher un bidon de lait pour une leçon de choses. Oh, déjà crédule. Une leçon de choses sur les poisons et les antidotes. Elle nous croira.